bienvenue dans le 56 cast numéro 101. C'est le Mendelevium cast aujourd'hui, puisque l'élément numéro 101 s'appelle le Mendelevium. Vous l'aurez reconnu en hommage à Dimitri. Alors moi je dis Mendeleïev. Erwan dit Mendeleïev. Ouais. Et puis on a écouté une vidéo YouTube qui explique comment prononcer. Ça se prononce Mendeleïev. Voilà, en gros. C'est le mec qui a fait le tableau périodique des éléments, en fait. Le Mendelevium, pour votre gouverne, a été synthétisé en 1955 à l'université de Californie à Berkeley. En fait, les chercheurs ont bombardé une cible d'Einsteinium. Alors, vous vous en souvenez ? On a déjà parlé de l'Einsteinium. Ils ont envoyé dessus des particules alpha. Alors, des particules alpha, si j'ai compris, c'est en gros de l'hélium instable. Et ils ont envoyé ça dans un accélérateur de particules, le cyclotron du Berkeley Radiation Laboratory, en Californie. Bref, c'est le premier de tous les éléments, si j'ai bien compris aussi, à être synthétisé un atome à la fois. Et ils étaient contents, ils en avaient fait 70 d'un coup, 70 atomes de Mendelevium. Wouhou! Aujourd'hui... Aujourd'hui, on va pas parler... Aujourd'hui, on va parler de pollution lumineuse dans le 56 cast avec Anne-Marie Ducroux. Vous êtes présidente de l'ANPCEN, c'est l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Voilà, bonjour. Quartier libre. Oui, donc bonjour, parce que je vous ai un peu coupé, pardon, en parlant. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler de pollution lumineuse. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Et peut-être qu'on pourrait commencer par définir qu'est-ce qu'on appelle pollution lumineuse. La pollution lumineuse, en fait, c'est deux types de choses. D'abord, c'est une quantité de lumière émise artificiellement la nuit. Et on sait que cette lumière, c'est plus 94% depuis 25 ans. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est vraiment une expansion très forte. Et puis, ce sont aussi des éléments qualitatif de la lumière qui change notamment dans les choix que l'on fait. C'est-à-dire que nous avons des lumières qui sont plus éblouissantes, qui sont plus blanches et parfois qui sont mal orientées, c'est-à-dire intrusives dans les habitations ou les lieux de repos et qui devraient donc être en principe dans l'obscurité, dans une belle obscurité pour pouvoir dormir de bonne manière. Chez moi, j'ai le lampadaire qui rentre en plein dans ma chambre et c'est la seule pièce où il fait jour la nuit. Voilà. Vous êtes malheureusement l'illustration de beaucoup de situations en France qui sont à la fois urbaines mais aussi rurales et qui finalement font que vous vivez quelque part à l'envers du cycle biologique qui devrait être le vôtre. Puisqu'en fait, vous devriez vivre de la manière la plus exposée possible à la lumière solaire de jour et dormir dans l'obscurité la plus noire la nuit pour avoir un cycle biologique qui fonctionne normalement. Et alors on sait ce que ça fait justement sur le sommeil et sur les rythmes biologiques humains ? En fait, tout être vivant, que ce soit les humains ou la biodiversité, finalement, nous sommes construits un peu de la même manière. Et c'est une réponse, en quelque sorte, d'évolution du vivant depuis des milliards d'années. Nous sommes bâtis sur une horloge biologique environ de 24 heures, ce qu'on appelle le cycle circadien, et qui, en fait, programme, quelque part, des fonctions physiologiques qui sont indispensables à votre sommeil et à votre santé. La lumière est le plus puissant synchronisateur de cette horloge biologique. C'est en gros, ça veut dire aussi qu'elle est le désynchronisateur de cette horloge quand elle n'est pas adaptée, quand on vit un peu à l'envers. Quand vous avez cette horloge qui est troublée, perturbée, eh bien, par exemple, vous n'avez pas la production d'hormones du sommeil, qu'on appelle du sommeil ou de l'endormissement, comme la mélatonine, mais vous avez aussi activé par cette horloge biologique la production de cortisol, des éléments qui vont générer votre défense immunitaire la nuit, des mécanismes de régulation de l'humeur, etc. Enfin, toutes sortes de fonctions qui sont vraiment indispensables pendant votre sommeil, à votre santé, et qui finalement sont perturbées toutes les nuits, parce que ce n'est pas un phénomène ponctuel, c'est toutes les nuits, toute l'année, à tous les âges de votre vie. Donc ce n'est pas complètement sans incidence sur ce que finalement est votre santé à terme. Ça ne se mesure pas forcément immédiatement, mais en tout cas à terme certainement. Parce qu'il ne suffit pas de fermer les yeux pour être dans le noir en fait. Non mais c'est une question bête, oui, mais quand on dort, on ferme les yeux, donc on a l'impression d'être dans le noir, mais il faut être à l'extérieur, enfin, il faut être dans l'obscurité. Vous avez tout à fait raison, et même les études scientifiques les plus récentes s'intéressent à des, comment dire, je vais résumer, à des capteurs en quelque sorte, qui ne sont pas liés à la vision, mais qui en fait ne sont pas liés aux yeux et aux bâtonnets et aux cônes qui sont dans les yeux, enfin, je simplifie, hein, et finalement on perçoit le degré de luminosité effectivement sans voir. Ah oui. Et au-delà, donc il y a un enjeu pour, on l'a évoqué, pour les êtres humains.
Oui. Et pour toute la biodiversité, tous les animaux qui sont là, que ce soit des animaux aquatiques, terrestres, qui eux aussi souffrent de cet éclairage artificiel en fait. Tout à fait. Alors c'est un des points sur lesquels nous alertons depuis des années et jusqu'à maintenant on avait relativement peu d'audience, d'écoute sur ce sujet, même si ça vient de changer récemment. Parce que les êtres vivants sont tous construits sur ce même mécanisme, qui est vraiment un mécanisme d'adaptation. Et puis, il faut savoir aussi que quantitativement, la biodiversité est majoritairement nocturne. Alors ça, on oublie complètement. Souvent, d'ailleurs, les politiques publiques sont, de manière tacite, c'est pas explicite, sont construites pour la biodiversité diurne, alors qu'en réalité, vous avez par exemple 60% des invertébrés qui sont nocturnes. Et même la biodiversité diurne a besoin, elle aussi, d'une alternance du jour et de la nuit naturelle, de bonne qualité pour avoir un bon fonctionnement de jour. Donc effectivement, ça perturbe tous les êtres vivants, faune, flore, ça fragmente les paysages. On constate, et ça, on a énormément d'études scientifiques qui permettent de le constater. On a vraiment un faisceau d'études qui convergent pour montrer les effets de la lumière sur le vivant. On a même d'ailleurs produit une étude qui récapitule toutes ces études scientifiques qui sont concentrées ici et qui montrent les effets. Alors vous en avez des tas, certains sont plus connus que d'autres, mais par exemple sur les oiseaux, vous savez que les oiseaux sont désorientés par nos lumières artificielles, ils sont trompés en quelque sorte puisqu'ils s'orientent notamment avec les étoiles, nos lumières les désorientent et un oiseau, par exemple migrateur, qui a besoin de faire un parcours très précis, il a en fait une réserve de force précise pour accomplir son trajet dans un temps très particulier, très précis. Ce qui fait que s'il est désorienté, d'abord il perd sa route, il va peut-être la perdre définitivement, ce qui le met en danger par rapport à la fonction qui est la sienne, qu'il doit accomplir pour sa survie. Ou alors il va perdre tellement de temps à retrouver sa route qu'il va épuiser ses forces qui étaient nécessaires pour aller jusqu'à destination. C'est vrai aussi pour un poisson migrateur ou un saumon qui, par exemple, doit remonter la Loire, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a un parcours extraordinaire, ce saumon, à faire. Il a 1000 km, en gros, à accomplir pour passer de l'eau douce à l'eau marine et pour se reproduire dans l'Atlantique. Il a déjà, en gros, dans son univers naturel, des obstacles, c'est-à-dire ce qu'on appelle en écologie, des pressions de toutes sortes. Il a des prédateurs naturels, il a des prédateurs humains, il a des pollutions chimiques, il a des obstacles physiques, des barrages, des régulations d'eau, de température d'eau dues aux centrales nucléaires, etc. Donc vous voyez, il a déjà des tas d'obstacles à traverser. Et c'est pas facile la vie d'un saumon. Et c'est rajouter à lui une autre pression qui est complètement nouvelle et donc qui date de quelques décennies, la lumière, parce qu'en fait, vous avez de plus en plus, et vous le voyez vous-même, des berges qui sont complètement éclairées toute la nuit. Vous avez de plus en plus de ponts dont toutes les jambes sont éclairées, toutes les arches sont éclairées en jaune, en bleu, en rouge, en vert, etc. Et tous les monuments, les façades... Voilà. Et tout ça, si vous voulez, pour certaines espèces, ce sont ce qu'on appelle des obstacles infranchissables, parce que la lumière, on a du mal à le concevoir, mais c'est pour certaines espèces, comme une autoroute, c'est-à-dire comme une infrastructure physique, elles ne peuvent pas traverser la lumière. Ce qui fait qu'un trajet migratoire peut être de ce fait interrompu, ou simplement un développement, parce que les poissons ont besoin de se déplacer, de migrer, de se développer, d'aller se nourrir à tel ou tel endroit, de se reproduire, donc de se retrouver dans un milieu naturel qui, lui, est trop éclairé. Alors, est-ce que c'est à cause de cette nouvelle tendance à éclairer les monuments, les façades et à faire de l'éclairage un peu décoratif, de spectacle, que la luminosité a augmenté tellement, comme vous l'avez dit au début? Pas seulement. C'est-à-dire, vous avez raison, c'est-à-dire que ça, c'est une nouvelle tendance de la lumière qui a quelques décennies, où effectivement, tout le monde s'est mis à éclairer des façades, des monuments, des bâtiments, à faire en sorte... des signatures lumière de chacune des communes en France, qu'elles soient petites ou grandes. Tout le monde, tous les élus veulent désormais avoir leur plan lumière, on va dire ça comme ça. Mais en revanche, alors ça fait partie effectivement de la croissance de la quantité de lumière émise, mais ce n'est pas du tout la seule source. D'abord, la première source, c'est quand même les points lumineux de l'éclairage public. En France, on a 11 millions de points lumineux. Ces points lumineux ont cru de 89% en 25 ans. On a le graphique là qui le montre. Donc c'est bien la courbe rouge qui indique la croissance des points lumineux en France. Et si vous regardez cette croissance-là, que vous additionnez, vous combinez la durée d'éclairement, le nombre de points lumineux et la puissance installée, ça vous explique la courbe verte qui est la croissance de la lumière émise la nuit dont je vous expliquais qu'elle a cru de 94% en 25 ans. C'est considérable. Et vous voyez, jusqu'en 2015, c'est ça ?
Jusqu'en 2015, oui, parce qu'on a des études qui permettent d'établir ce graphique qui sont sorties en 2015. Et vous avez en bleu la courbe de l'énergie. Donc vous voyez que la courbe de l'énergie et de la lumière ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui fait que souvent, nous, c'est notre problème. On a beaucoup de mal à expliquer que l'énergie et la lumière, ce n'est pas la même chose. Ce qui fait qu'on devrait avoir une politique de la lumière qu'on n'a pas, alors qu'on a une politique de l'énergie qui, premièrement, vous voyez, n'est pas très satisfaisante, puisqu'elle-même, elle croît sans cesse. Elle a tout juste une petite stabilisation dans les dernières années. Alors qu'on a zéro politique de la lumière, en résumé, et vous voyez, on a une croissance exponentielle. Il n'y a aucune prise en compte de la pollution lumineuse, là, pour le coup. Voilà, et donc, si on continue comme ça, dans 25 ans, on se reverra peut-être, et on en sera à l'autre coin, au coin droit de notre graphique. Et alors, la courbe jaune, c'est l'émission globale perçue. Alors, ça consiste en quoi? Alors ça, on a essayé de traduire effectivement que la lumière, parce que le point de départ à bien comprendre, c'est qu'en fait la lumière a toujours été conçue de manière anthropique, c'est-à-dire conçue par des humains pour les humains, comme si tout l'environnement naturel n'existait pas. Donc, quand vous êtes un animal avec un système de vision particulièrement adapté à la nuit, si vous recevez un projecteur, c'est-à-dire même une lampe ordinaire pour nous, dans les yeux, l'effet est démultiplié. Donc on a essayé de traduire le plus simplement possible, c'est un peu schématique bien sûr, la perception de la lumière par les êtres vivants. Donc vous voyez qu'elle est encore supérieure à la courbe verte. Il y avait un sujet de la pollution lumineuse qui a été connu quand même depuis pas mal d'années, c'est tout simplement le ciel. Pour vous, c'est une sorte d'indicateur finalement, le fait de... Parce que la perception du ciel, nous on le sait très bien, vivant en région parisienne, que la Voie lactée reste de la théorie. C'est quelque chose qu'on sait à peu près que c'est au-dessus de nous. Elle devrait être là. Voilà, elle devrait être par là, mais mis à part l'étoile du berger et les grosses étoiles, on voit plus grand-chose. Du ciel. C'est pas une étoile, mais oui, non, mais c'est pas une étoile. D'accord, je sais que c'est pas une étoile. Oh là 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 là. Bref, et que quand on va à la campagne, en fait, tout d'un coup, on a un spectacle absolument dingue au-dessus de nous. On découvre le ciel. Et ça fait aussi partie. Ça fait aussi partie des enjeux de cette pollution lumineuse ou c'est même un peu l'origine de notre mobilisation, puisqu'en fait l'association à l'origine, donc il y a plus de 18 ans, a été créée par des astronomes amateurs qui ont été les premiers à jeter cette alerte sur le fait qu'il y ait des halos lumineux que vous voyez tous à l'œil nu, qu'on voit tous à l'œil nu au-dessus de toutes les villes et villages, même villages de campagne en France. Donc ces halos, effectivement, empêche de regarder à l'œil nu le ciel dans des bonnes conditions. Ce qui fait que, effectivement, ça peut paraître dérisoire, mais nous, on pense que c'est important parce que c'est un patrimoine culturel quelque part. On sait qu'il y a des générations entières qui ont observé le ciel. C'est à l'origine de vocations, à la fois littéraires, scientifiques, etc. Il y a plein de gens. Je ne sais pas, Hubert Reeves raconte très bien d'ailleurs qu'il a eu cette vocation en regardant le ciel étoilé avec sa grand-mère. Donc, vous voyez, on doit préserver pour toutes ces raisons la capacité à observer à l'œil nu, ça veut dire sans avoir des moyens extravagants, sans aller dans le désert du Chili, à l'œil nu, à côté de chez soi, des étoiles. Et donc, ce qu'on sait, vous avez raison. Même au télescope, parce qu'en ville, on ne peut plus observer que les planètes qui sont très lumineuses et le reste. C'est vrai. On voit presque plus rien. On sait qu'on devrait voir des centaines d'étoiles, que dans les grandes villes, on en voit une dizaine. Et un peu plus dans les endroits un peu plus préservés. Mais globalement, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, et notre carte de pollution lumineuse le montre, on est globalement dans une qualité de nuit qui est moyenne à médiocre à peu près partout en France. C'est quand même ça qui ressort de la carte, puisque la tonalité, globalement, est jaune. Jaune. Ce qui est fou quand je regarde cette carte-là, c'est que l'endroit dont je parlais, où je vais à la campagne chez ma mère, c'est jaune. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de super bien voir le ciel, parce que par rapport à Paris, ou l'Île-de-France, qui est en blanc, là, on ne voit rien, c'est clair. Mais dès qu'on arrive dans une région jaune, on commence à voir... pour nous, mieux. Ouais. Mais là, après, on voit que les régions bleues sont très, très minoritaires, là, pour le coup. Les régions bleues, c'est-à-dire de bonne qualité de nuit, sont principalement situées en montagne ou dans des zones démographiquement peu denses. On le voit très bien sur la carte.
Ce que vous dites est vrai. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu à un moment une coupure d'électricité et en fait, des tas de citoyens américains découvraient pour la première fois la Voie lactée et voyaient cette forme dans le ciel et en fait alertaient les autorités en disant il y a quelque chose de bizarre dans le ciel. On a des tas de témoignages. Non mais c'est vrai. Et on a des tas de témoignages d'enfants ou même d'adultes qui partent en vacances un peu comme vous. Finalement, alors qu'ils vivent en milieu urbain toute l'année, découvrent d'un seul coup qu'il y a des étoiles dans le ciel, même s'ils ne les voient pas toutes. Surtout qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de zones préservées, de zones moins denses. Oui, moins denses, on va dire. Voilà. Maintenant, de meilleure qualité de nuit, ça reste à voir. Oui. Enfin, bon. Donc, vous voyez, effectivement, on a finalement perdu cette capacité d'observation du ciel. C'est bien dommage parce que c'est quand même un paysage nocturne en tant que tel. Et nous avons obtenu dans la dernière loi sur la biodiversité qui a été votée en 2016, après un périple législatif de 2 ans, pour la première fois en France, les paysages nocturnes, sont reconnus dans la loi comme un patrimoine commun de la nation. Et il est écrit désormais, c'est vraiment une nouveauté, que tout le monde a le devoir de protéger l'environnement nocturne. D'accord, donc à partir de ça, on va pouvoir convaincre plus facilement, peut-être par des lois, les élus d'avoir une politique de la lumière au lieu d'une politique de l'énergie, comme vous disiez. On l'espère, justement, c'est tout à fait notre objectif, c'est-à-dire l'avoir inscrit dans une loi sur la biodiversité, déjà, ça atteste de la volonté d'approche globale que nous avons, parce qu'on sait que si on ne travaille que sur l'énergie, en fait, on aboutit à des choix qui peuvent être contraires aux effets produits sur le vivant. Et ça, très souvent, les élus ne le savent pas, parce qu'on leur fait des promesses ou de la prescription qui visent à n'avoir qu'un type de performance, en quelque sorte, la performance énergétique. Ils croient parfois bien faire en faisant des choix. Ils vont, par exemple, privilégier des lumières très blanches ou très bleues, qui en fait ont des effets accrus sur le vivant. Donc finalement, quelque part, ils essayent d'avoir une politique énergétique, ils essayent d'avoir une politique biodiversité sur leur territoire, ils ne se rendent pas toujours compte qu'elles peuvent être contradictoires. Alors la grande mode aujourd'hui, c'est effectivement pour les villes de remplacer l'éclairage par des LED, parce que ça consomme beaucoup moins. Et tant qu'on passe au LED, effectivement, ils passent à une lumière blanche, alors que la lumière traditionnelle, je ne sais pas, c'est des halogènes, la lumière orange qu'on a... C'est du sodium haute pression. D'accord. Ouais. Et du coup, on a l'impression comme ça, d'un point de vue strictement humain, effectivement, que ça respecte mieux la gamme des couleurs qu'on voit naturellement et c'est plus agréable pour nos yeux humains, mais c'est pas bon pour les animaux alors, cette lumière blanche. Chaque lumière, en fait, a physiquement une sorte de signature qui lui est propre. C'est-à-dire qu'en fait, elle a ce qu'on appelle une distribution spectrale qui est spécifique à chacune des technologies d'éclairage. Les LED ont une particularité, c'est qu'elles émettent très fortement dans le bleu. Ce pic d'émission dans le bleu donne cette impression très froide, très blanche ou très bleutée des LED. Et en plus, cette lumière avec cette composante bleue a des effets accrus sur le vivant, c'est-à-dire nous. Et c'est pour ça qu'on vous raconte à longueur de temps, ne regardez pas des tablettes trop tard le soir parce que vous allez bloquer votre production d'hormones qui favorise l'endormissement dont je parlais tout à l'heure. Ou la télévision, c'est la même chose, ou les smartphones, c'est pareil. Et le vivant non humain, c'est la même chose. Les effets de la lumière bleue sont plus importants. Et par ailleurs, cette lumière, elle a une autre particularité aussi, c'est qu'elle pénètre davantage les milieux et l'atmosphère. Donc finalement, elle se diffuse encore plus que les autres, même si toute lumière se diffuse à distance des sources, elle se diffuse encore plus. Donc oui, c'est un gros problème pour nous. En tout cas, c'est une grosse interrogation de voir en fait le marché avancer dans la prescription de cette technologie sans qu'il n'y ait aucune réflexion suffisante et surtout pas globale autour de cette technologie, pas d'approche en coût global et pas de prise en compte des impacts globaux. C'est un énorme problème parce qu'on est quand même là dans une phase d'installation massive et de transformation massive du parc d'éclairage, public ou privé d'ailleurs. À aujourd'hui, on sait que par exemple, l'année dernière, il y avait 55 millions d'unités de LED mises sur le marché. Je parle de LED domestique et en éclairage extérieur. Mais 55 millions, c'est colossal. On n'est plus du tout dans une petite marge des choix effectués. Et bizarrement, le marché avance. On fait de la prescription en disant c'est ça qu'il faut que vous installiez. Mais il n'y a pas de corpus d'analyse indépendante suffisante et pas du tout de regard global sur les impacts de cette lumière spécifique. Mais vous proposez du coup qu'on mette en
pause le déploiement des LED le temps qu'on trouve une meilleure solution? En tout cas, nous on dit, premièrement, soyons prudents. Ne misons pas tout que sur une seule technologie. C'est-à-dire qu'on peut faire des choix plus répartis, déjà pour minimiser les risques. Hein. C'est à peu près du bon sens. Ensuite, il y a des endroits où les LED ne sont pas du tout adaptés, d'autres où ils sont mieux adaptés. On peut essayer de faire les essais. On dit aussi qu'au lieu de prendre des LED très blancs et très bleus, nous on recommande de prendre des LED ambrés pour contrer cette lumière très bleue avec les effets que je décrivais. Simplement, ils sont très peu prescrits et en fait très peu installés. Donc en réalité, ceux qui s'installent aujourd'hui ne sont pas de cette catégorie. Donc voilà, nous on dit premièrement prudence, diversifier les choix, demander des garanties, parce que nous on pense que la durée de vie actuellement promise ne sera jamais tenue pour différentes raisons. Et ensuite, on demande à l'État de faire un suivi vraiment sérieux, scientifique, dans la durée des effets sur le vivant de ces LED auxquels un individu finalement sera exposé à tous les âges de sa vie, hein, depuis son berceau jusqu'à un âge âgé. Et c'est dans la loi santé qui existe aujourd'hui ce qu'on appelle l'exposome. C'est vrai aussi, c'est une notion qui a été qui est née de l'observation des effets des perturbateurs endocriniens et différentes pollution ou questions de santé-environnement, eh bien c'est vrai aussi pour les LED. Il nous semble que ça mérite aussi des études scientifiques, sanitaires, épidémiologiques, de long terme, qui ne sont absolument pas conduites. Est-ce que vous sentez que votre combat, votre cause, comment elle est perçue notamment par les élus, par les gens là, vous essayez vous mettez en place un système de village étoilé qui est censé motiver finalement aussi les gens à prendre conscience de l'importance de la nuit, et puis aussi de montrer qu'avoir un beau ciel peut être un atout, un argument, quasiment un argument touristique pour les villages. Donc c'est aussi une manière de faire évoluer les mentalités. Et vous pensez que vous percevez que ça marche, que ça intéresse ou pas assez? Alors oui, on pense que la prise de conscience, elle a lieu. Donc on sent vraiment un mouvement qui change depuis, mais c'est récent, hein, parce qu'au début, soyons clairs, ceux qui ont fondé la NPCN étaient pris pour des farfelus. Puis après, quand on a commencé à développer nos arguments, on s'est dit, oui, ils sont peut-être dangereux ces gens-là, parce que ça remettait en cause des choix. Et puis maintenant, et c'est là qu'on voit que ça change, c'est une évidence, voyez. Et ça, c'est le parcours finalement très sociologique de toute innovation. Donc nous, on sait que notre approche, elle est pertinente parce qu'elle est globale, et on sait qu'elle commence à être vraiment perçue par des élus qui la mettent en œuvre. Et c'est ça le plus intéressant. C'est pas parce que simplement la NPCN le dit, c'est parce que c'est une réalité de terrain qu'ils comprennent. Donc oui, ils essayent de faire des économies en dépenses publiques, des économies en kilowattheure et de la réduction de pollution lumineuse, parce qu'ils conçoivent maintenant, ils comprennent mieux qu'effectivement, il y a des effets sur l'environnement et sur la santé, qu'il faut s'en préoccuper. Le ciel aussi, vous l'avez dit, ce sont des arguments touristiques que certains commencent à utiliser. Parfois, un peu même au-delà de la réalité de leur ciel, mais enfin bon, c'est une autre affaire. En 2 mots, le système des villes et villages étoilés, là, ça fonctionne comment? Alors, c'est un système qui nous tient à cœur parce que c'est une édition qui a lieu tous les 2 ans d'un concours national qui nous permet de labelliser des communes de 1 à 5 étoiles selon les notes qu'elles ont obtenues dans un questionnaire qu'elles doivent remplir en ligne qui est assez conséquent. Et on note leur capacité à sensibiliser la population, la nature de leur parc, les choix qu'elles ont faits, enfin tout un ensemble de critères là aussi. Ce qui nous importe dans cette histoire, c'est au fond de valoriser ceux qui avancent, qui veulent avancer. Ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas totalement laboratoires de l'éclairage public, loin de là, ou de l'éclairage privé, mais ils ont commencé à progresser, et c'est pour ça qu'on veut à la fois les faire entrer dans une démarche de progrès et valoriser les efforts qu'ils font. Oui, parce que du coup, ça convainc les maires des villes d'à côté de faire pareil. Il doit y avoir un petit peu d'effet de jalousie, et moi aussi je veux mes 4 étoiles. Hein. Nous, on appelle ça l'effet contagion. On le voit très On voit un peu sur la carte d'ailleurs. On le voit très bien sur la carte parce que, effectivement, quand on a une commune qui est labellisée, symbolisée ici par une petite étoile, en fait, on voit qu'il y a toutes sortes de paquets qui s'agglomèrent autour d'une première étoile. Ça veut dire que les communes, quand on leur remet, à l'issue du concours, on leur remet leur label officiellement devant les habitants, souvent la presse locale est là,
Et puis, ils affichent des résultats, c'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, moi j'ai éteint une partie de la nuit, j'ai économisé tant de kilowattheures, j'ai économisé tant sur ma facture. Tout élu a besoin d'argent public et a toujours des besoins au-delà des ressources qu'il a. Donc, il peut les affecter à d'autres besoins, c'est très important. Et le témoignage des élus, finalement, entraîne d'autres élus, ce qui fait l'effet contagion qu'on voit assez bien ici. Et nous, on a envie de jouer totalement cette logique. Et il y a quelque chose d'autre que vous proposez aussi, c'est de faire des étiquettes énergie, un petit peu, j'ai vu comme on voit sur les frigos ou sur les appartements qu'on achète avec la consommation énergétique. Selon, il y a quoi? Selon l'orientation des lampes, selon la température, la couleur de l'éclairage? Tout à fait. Alors, pour qu'on sache ce qui est bien ou pas. Effectivement, ça fait partie des outils simples et pédagogiques qu'on a essayé de mettre à disposition à la fois des élus et des citoyens. C'est inspiré des étiquettes énergie qu'on connaît. Ce sont en réalité des étiquettes environnementales qui qualifient la lumière avec 4 types de critères. Donc à la fois sur la qualité et sur la quantité de lumière. Et ça permet à un élu quelque chose de manière simple. Il peut très bien dire, ben voilà, je demande à la personne qui fait pour moi la prescription technique, je voudrais savoir premièrement où on en est. Situez-moi l'éclairage aujourd'hui de la commune. Et il peut se faire situer sur une échelle très simple à comprendre et à expliquer. Et deuxième chose, il peut dire, moi, en tant qu'élu, à la fin de mon mandat, je voudrais qu'on soit à temps. Par exemple, à B. Et alors, faites-moi la prescription qui me permettra de passer à B. Donc, vous voyez, c'est un outil tout simple, mais qui ne va pas raisonner que sur l'énergie, ce qui est le propre de l'étiquette énergie, mais qui va qualifier notamment ce que vous appelez la distribution spectrale, donc la température de couleur de la lumière, la quantité de lumière globale émise, etc. Donc, plusieurs critères qui sont pour nous indissociables. C'est ce qu'on appelle, nous, l'approche globale de la lumière. Est-ce qu'il y a des chances de voir s'arrêter du coup je repense à la loi sur les paysages nocturnes, parce qu'il y a quand même, fut un temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais la grande mode d'avoir des projecteurs visibles à 10 km qui s'amusaient à se balader dans le ciel, ce genre de choses, ça a une chance d'être interdit ou d'être... Les faisceaux laser, vous voulez dire, voilà, oui, qui sont orientés de bas en haut, oui, c'est voilà, ça que vous voulez dire. Qui doivent être quand même des belles catastrophes au niveau... c'est tout ce qu'on n'aime pas vraiment, puisque ça éclaire du bas vers le haut, que ça ne sert finalement à peu près à rien, et que ça éclaire le ciel, quoi, en résumé. Donc, d'abord, c'est pas véritablement autorisé. Deuxièmement, ça ne se développe pas quantitativement, mais c'est assez gênant. Vous savez, par exemple, qu'il y a l'expérience du mémorial du World Trade Center qui a des canons à lumière orientés vers le ciel. On sait, et ça démontre ce qu'on explique depuis très longtemps, dans ces raies de lumière extrêmement forts, on a vu tournoyer des colonies d'oiseaux qui sont capturés par la lumière et qui ne peuvent plus sortir du faisceau lumineux. Et donc, pour les libérer, on doit éteindre la lumière. Et ça, c'est déjà des pratiques qui existent. Donc, vous voyez, ce qu'on disait, c'est que les oiseaux peuvent être complètement attirés et ne plus pouvoir se dégager d'un faisceau lumineux de cette importance. Et j'ai juste entendu parler d'un truc pour finir, ça serait, c'est un peu la technologie du futur, c'est des lampadaires détecteurs de mouvement qui s'allumeraient par exemple dans la rue que quand on passe dessous, et il n'y aurait plus besoin d'éclairer toutes les rues, du coup les lampadaires s'éclairaient uniquement quand il y a des passants qui passent dans la rue. On en est où de ça? Alors effectivement, ce sont des options techniques possibles. Nous, on n'est pas du tout contre, au contraire, quand c'est adapté. Maintenant, il faut savoir aussi que vous passez du noir à une lumière, si c'est violent, ça peut avoir un effet qui n'est pas forcément positif pour le vivant. Nous, ce qu'on dit premièrement, c'est que dans l'échelle de tout ce que vous pouvez faire, d'abord agir par ce qui sont des mesures simples, de bon sens et sans coût. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord les usages. C'est pas d'abord la technique, c'est d'abord les usages. C'est-à-dire, en gros, vous réfléchissez à quel est votre éclairage aujourd'hui. Est-ce que tous les points lumineux sont nécessaires? Et chaque fois qu'un élu se pose la question, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il apporte des réponses complètement différentes et certains points lumineux s'avèrent pas totalement indispensables. Ils ont été ajoutés. On ne sait même plus exactement pourquoi parfois. Alors parfois ils sont adaptés, il n'y a pas de problème. Mais au moins, premièrement, se poser des questions. Ensuite, changer l'usage de la lumière ou le faire évoluer, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on a vraiment besoin d'éclairer partout dans la commune, toute la nuit, de manière identique?
Dès que vous commencez à dire peut-être qu'à partir de 23h, minuit, 1h du matin, on pourrait réduire la durée d'éclairement et ne rééclairer qu'à 5 heures, c'est la première source d'économie en euros, en kilowattheure et en réduction de pollution lumineuse. Et ça, nos courbes le montrent, les chiffres de l'ADEME le montrent, etc. Ça, c'est une certitude. Et c'est une mesure qui ne coûte rien et qu'un élu ensuite peut constater dans son mandat. C'est important pour un élu pouvoir constater un effet dans son mandat. Donc déjà, agir avec ça. Et ensuite, si on veut progresser, agir par l'équipement technique. On peut changer des lampadaires, on peut mettre des variateurs de puissance, des détecteurs de présence, etc. Mais souvent, ce qui nous contrarie un petit peu, c'est qu'en fait, le marché a tendance à prescrire de la technique, du matériel, de l'investissement pour les communes, donc pour les citoyens, avant de préconiser une réflexion sur l'éclairage public et sur les usages. Eh ben merci. Super, merci beaucoup. Et encore, dernier point à préciser, parce que vous nous l'avez dit avant l'émission, c'est que c'est un travail bénévole quand même. C'est quand même assez incroyable d'avoir comme ça cette association de bénévoles qui s'occupe d'une cause aussi importante. Merci de le relever parce que c'est vrai qu'on est une centaine de bénévoles, on travaille tout le temps sur ce sujet. Ça veut dire que bénévoles, on a tous un travail, une autre activité et on fait ça dans l'intérêt général. On n'a pas d'autre intérêt à développer tous nos arguments. On essaye de le faire le mieux possible, mais c'est pas facile d'être bénévole en 2017. On imagine bien. Encore bravo. Merci beaucoup Anne-Marie Ducroux, donc présidente de l'ANPCEN, qui est, rappelons-le, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. C'était super. Et puis elle... Non, pas la semaine prochaine les poils. Mais non, mais oui. C'est pas tout de suite, non. À poil. Ça aurait été dommage quand même parce que c'est un bébé ours polaire qui est né au zoo de Munich, le zoo Hellabrunn. Et je vais parler pendant la vidéo parce qu'elle n'a pas de son. Voilà, c'est lui. Il a passé les 14 premières semaines de sa vie dans sa tanière parce que c'était l'hiver. Et il vient de faire sa première sortie il n'y a pas longtemps. Il a mis le nez dehors avec sa maman qui s'appelle Giovanna. Le bébé est donc une femelle qui n'a pas encore de nom. Pourquoi il mange des carottes alors que ce sont des animaux carnivores? Je n'en ai aucune idée. Et ce bébé, précise-t-on, boit du lait encore et ne s'arrêtera pas avant 2 ans, mais elle essaye ses premiers bouts de nourriture solide. Oui, c'est trop mignon. Pardon. C'était incontrôlé. Pouvoir comique des animaux. Salut, à la semaine prochaine. Ciao.